À voix haute, à bas bruit, un podcast de l'association Père Aidance Montpellier. Bonjour à toutes et tous. Ce podcast est un lieu de libération de la parole des concernés par la psychiatrie et les troubles psychiques. Nous souhaitons déstigmatiser et avoir le point de vue de celles et ceux qui se retrouvent exclus. Ce sont des témoignages et des échanges pour nous reconstruire et affirmer nos existences. Nos propos sont subjectifs et ne prétendent pas refléter une vérité absolue. Nous vous prévenons que certains moments de ce podcast peuvent être délicats à écouter et déclencher des réactions émotionnelles. Nous espérons que ce podcast vous inspirera ou vous donnera des informations sur les troubles psychiques et nous vous souhaitons à tous une très bonne écoute. Dans cet épisode, Raph, Timothée et Alice nous raconteront leurs épisodes psychotiques et comment ils en ont pris conscience. Bonjour, moi c'est Raphaël. Je vais vous parler du délire et j'en ai eu pas mal il y a quelques années. C'était il y a peut-être 7-8 ans. Quand j'avais 25-26 ans, j'étais assez préoccupé par des personnes qui voulaient s'en prendre à moi. Donc j'ai fait un séjour en hôpital à ce moment-là et je croyais que j'avais des délires concernant des personnes qui essayaient de me provoquer en essayant de se montrer vers moi, en essayant d'essayer de me suivre pour me faire peur peut-être et avoir leur bénédiction de m'avoir fait du mal. Et du coup, j'avais l'impression d'être toujours suivi. Ouais. Moi, c'est Timothée. Donc, je souffre de troubles schizoaffectifs. Et ce que je trouve vraiment pervers avec le délire, c'est qu'on sait qu'on est dans un délire quand on n'est plus dans le délire. Parce qu'en fait, quand on le vit, il est plus réel que la réalité. C'est notre vision de la vie. Et moi, j'avais l'impression d'avoir tout compris, en fait, et que les autres étaient en fait perdus dans la caverne de Platon, et que moi, j'étais sorti de cette caverne-là. Et donc du coup, voilà, moi, ce qui a été assez fourbe avec mon délire, c'est qu'en fait, il a commencé positivement. En fait, il était agréable. Parce qu'en fait, tout me montrait que j'allais devenir le maître du monde. J'ai fait de la mégalomanie bien costaud. Et pareil, tous les signes que je croisais dans la rue ou quelque part me disaient que j'étais l'élu. Au début, c'était juste de devenir maître du monde. Et après, ça s'est un petit peu penché vers un peu comme le film Matrix, où en fait j'étais dans la matrice et tout ce qu'on vivait ici, c'était un purgatoire. Parce qu'en fait, il y avait une société plus évoluée qui ne prenait en son sein que des citoyens modèles. Et les citoyens modèles, en fait, étaient jugés ici. Et du coup, en fait, ce qui me terrorisait, c'est que dans l'idée, tout ce que je regardais actuellement, tout ce que je regardais dans ce purgatoire, ce serait tout ce que je n'aurais pas dans la société dite super évoluée que j'avais. Et du coup, je regardais plus mes parents parce que j'avais peur de plus jamais les revoir. Les voitures, dès que je voyais une belle voiture, en plus c'est super dangereux parce que je conduisais, donc dès que je voyais une belle voiture, je fermais les yeux pour pas la regarder, pour être sûr de pouvoir au moins la voir dans cette société. Puis en fait, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, au début c'est cool, puis après c'est hyper persécutant, et je me croyais malin à déjouer mon propre délire en fait. J'étais super fier de déjouer mon propre délire, sauf que plus ça allait, plus ça se retournait contre moi-même, et en fait ça s'est vite passé sur de la persécution, sur de la paranoïa. Voilà, par exemple c'est très bête, j'avais un coussin que j'aimais bien, quand je le mettais entre mes mains, c'était la signification que j'avais le monde entre mes mains. Et donc du coup après, le problème c'est que plus ça allait, plus c'était persécutant, et je suis arrivé juste avant d'arriver en hôpital, où j'osais plus sortir de mon lit, parce que je pensais que tout était interprétable par une espèce, j'ai jamais été croyant, mais une espèce d'entité omnisciente me jugeait à chaque instant, et ça me terrorisait, parce que du coup il fallait que chacun de mes mouvements soit exemplaire pour justement réussir cette étape. Et du coup, plus je me trouvais malin à déjouer, plus c'était derrière, les coups de bâton étaient super forts. Et donc du coup, voilà, j'arrivais, je regardais plus personne parce que j'avais peur de pas les revoir. Donc j'étais terrorisé, on m'a emmené de force à l'hôpital, il y avait 5 bons gros
aides-soignants qui m'ont acheminé jusqu'à un hôpital que je considère encore comme aujourd'hui un petit hôpital prison, quoi. Bien glauque, bien sale, avec des barreaux à chaque fenêtre et puis des barreaux moches. Enfin, donc voilà, le retour à la réalité a été plus violent que la réalité, aussi violent que le délire. Et voilà, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que c'était le délire, et encore plus de temps pour me défaire de ces idées, parce que même si j'avais compris que c'était faux, mais j'arrivais pas à me défaire de certaines pensées. Et encore aujourd'hui, si je fais pas attention et que je commence à me glorifier moi-même, derrière il y a toujours un petit coup de bâton dans ouais mais bon c'était qui pour te juger aussi bien, et du coup assez fréquemment je suis obligé de voir l'idée, l'idée bon ouais on va prendre du recul, j'y arrive de mieux en mieux, mais ça m'arrive encore fréquemment. Mais voilà, moi le problème de mon délire c'est qu'il était plaisant au début, vraiment il était plaisant, et puis il arrivait doucement parce que c'est pas arrivé d'un coup du jour au lendemain, genre un jour j'étais bien et puis le lendemain j'étais en délire. Honnêtement je pense que il est arrivé petit à petit, et depuis mes 18 ans, je suis tombé malade, enfin j'ai été diagnostiqué à 20 ans, mais je pense que j'ai commencé à partir en live à 18 ans, et puis en plus je traînais dans les sphères un petit peu aisées de Montpellier. Et du coup, j'avais un petit peu des paillettes dans les yeux, je voulais avoir une très grande maison, parce que j'avais fait des vacances d'été chez un ami dont sa famille était très riche, et du coup, ça m'a mis des diamants dans les yeux, j'avais des idées de grandeur pour avoir ce genre de choses, et ça tout a participé à m'embrigader dans mon esprit. Alors moi, il y a une première partie de mon délire qui était la Matrice, Matrix, un monde, une société parfaite, qui existe un purgatoire, c'est vite parti. Au bout d'une semaine d'hospitalisation et de discussion avec les psychiatres et psychologues, c'est vite parti. Par contre, ce qui a mis plus de temps, c'est les caméras, les micros, les délires de persécution et les amalgames d'idées. Ça m'a pris 1 an et demi d'hospitalisation à enchaîner. Et avec le temps, du coup, j'ai réussi à voir ça de loin, en fait. Comme si je voyais mon cerveau de loin et que je voyais les mécanismes qui étaient en train de jouer quand je pensais qu'il y a des caméras ou des micros. Et c'était petit à petit. Et voilà, dès que j'étais en capacité d'aller mieux, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'aille mieux et qu'il fallait que je me batte pour ça. Du coup, j'ai essayé le plus possible de voir ce qui était réel de ce qui n'était pas. Puis j'étais quand même sacrément bien accompagné avec une équipe qui était vraiment, je sais pas le mot précis pour le définir, mais elle était très efficace. Et du coup, c'est marrant parce que du coup, je faisais plein de petites activités qui me paraissaient à la base complètement anodines et qui n'avaient rien à voir avec mes problèmes psychiatriques. Mais en fin de compte, ces petits moments m'ont permis de prendre du recul, notamment dans les groupes de parole où ça arrivait souvent qu'on doive parler de soi. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de dire mes pensées délirantes à voix haute, de m'entendre les dire à voix haute. Ça me faisait prendre du recul immédiatement, parce que quand c'est pour moi, quand le délire il est dans ta tête et que tu le dis même pas, tu l'es juste dans ta tête, il est réel. Alors que pour moi, le fait de le dire à voix haute, je me disais, ah oui, je pense vraiment ça en fait. Donc voilà, le délire principal qui m'a amené à l'hôpital est parti assez vite, parce que j'étais quand même au fond soulagé que ce soit pas vrai, parce que moi dans ma tête, j'avais pu voir ma famille, j'avais pu voir rien du tout, puis en plus ça allait, plus le purgatoire était dur et la société était inaccessible pour moi. Donc quand on m'a dit que tout ça c'était dans ma tête, c'était quand même assez rassurant. Mais bon, tout ce qui est les interprétations, les signes, les caméras, les micros bien sûr, ça a mis du temps, de l'investissement dans ma stabilisation. Donc moi c'est Alice, et là j'ai un diagnostic de trouble schizo-affectif, ce qui est un diagnostic qui se situe entre la bipolarité et la schizophrénie, dans le sens où il y a des symptômes de la schizophrénie en termes de symptômes psychotiques et également des symptômes de bipolarité en termes d'épisodes maniaques. Donc moi je cumule, quand je suis en crise, des épisodes maniaques avec des éléments de délire, donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc pour moi le délire c'est en fait un état de conscience qui n'est plus l'état de conscience normal,
un état où on perçoit une réalité qui n'est pas la réalité partagée par tout le monde, qui pour soi est réelle, avec des éléments qui sont des hallucinations par exemple, mais qui pour la personne qui les perçoit sont réels. C'est-à-dire une personne qui entend des voix, qui a des hallucinations visuelles, c'est une forme de délire, mais la personne entend et voit réellement ce qui lui apparaît. Sinon, je suis médiatrice de santé pair, donc ça veut dire que j'ai la chance de travailler dans un centre de rétablissement, le centre Jean Mainviel de Montpellier, où je participe à accompagner des personnes qui ont des troubles psychiques avec ma propre expérience du trouble psychique. Donc pour moi, je vais vous raconter un épisode qui date de 2020. J'ai eu déjà en 2016 une première bouffée délirante aiguë et des rechutes dans lesquelles j'étais dans des états de délire, mais celui de 2020 était assez particulier et fort, et j'en ai rarement parlé, donc je vais essayer de vous le raconter maintenant. Donc en 2020, tout a commencé, j'étais à l'étranger, j'étais en Côte d'Ivoire pour un déplacement professionnel, on va dire. Et est arrivée la crise du Covid, qui fait que je suis restée bloquée à Abidjan, la capitale, pendant de base juste une semaine et finalement presque un mois. Parce qu'à la fin de cette première semaine, j'ai commencé à perdre contact avec la réalité et donc à basculer dans le délire. Et ça a commencé, je me rappelle que déjà je dormais plus, j'avais des gros problèmes d'insomnie. Et j'ai eu une première hallucination visuelle très forte, alors que j'étais dans une piscine, entourée dans une cour, entourée de hauts murs, et je nageais en essayant de me calmer, en essayant de calmer toutes les émotions que je ressentais à ce moment-là. Et j'ai vu une main gantée de noir agripper les murs d'enceinte et apparaître comme ça, vraiment une main de quelqu'un qui était en train d'escalader le mur, et donc dans ma tête, quelqu'un qui venait me chercher pour me kidnapper ou quelque chose comme ça. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai plongé sous l'eau en réflexe, et j'ai essayé d'y rester le plus longtemps possible en apnée. Et quand je suis remontée, il n'y avait rien, il n'y avait personne, mais je pense que c'est l'instant où j'ai vraiment basculé dans le délire. Et c'était une hallucination visuelle, chose qui ne m'était pas souvent arrivée. J'ai eu d'autres hallucinations visuelles pendant cette période-là, notamment une à la fois visuelle et sensorielle, et c'était très étrange. Je venais d'être amenée dans une clinique par mon frère, qui habitait aussi en Côte d'Ivoire, et qui s'inquiétait de mon état. Et lorsque l'infirmière m'a demandé comment ça allait, je lui ai montré mes bras. Et sur mes avant-bras, en fait, j'avais des marques rouges qui apparaissaient, qui gonflaient et qui formaient comme des mots sur mes bras. Et c'est assez incroyable parce que, en fait, c'était comme si toutes les piqûres de moustiques que j'avais eues, toutes les piqûres que les moustiques m'avaient faites depuis que j'étais arrivée en Côte d'Ivoire, elles ressortaient. Et il s'est avéré qu'en fait, j'étais non seulement en délire de mon trouble, mais qu'en même temps, j'avais le paludisme. Et dans mon délire, je savais que j'avais le paludisme et je voyais toutes les piqûres de moustiques remonter à la surface de ma peau. Et donc c'était vraiment incroyable, et je montrais mes avant-bras aux infirmiers en leur disant mais regardez, et en fait il n'y avait je pense rien, mais moi je voyais 1000 boutons de moustiques et même des mots écrits sur ma peau. Alors la question étant, comment est-ce qu'on a pu se rendre compte que c'était un délire et du coup en sortir? Dans mon cas, je vais raconter comment je suis sortie de mon délire en 2016. Donc en 2016, j'ai ce souvenir que je remettais en cause certains de mes délires, mais pas tous. Donc voilà, donc il faut imaginer très délirante en chambre d'isolement. J'ai un premier souvenir où il y a un psychiatre que je ne connaissais pas qui vient me voir et qui me pose des questions et qui me demande si je pense toujours qu'il y a une bombe dans ma maison. Je lui ai répondu très sérieusement, non, je pense qu'il n'y a plus de bombe.
Et j'ai rajouté, malheureusement, je pense que les pompiers sont venus entre-temps et ont retiré la bombe. Donc en fait, j'étais en train de remettre en cause des délires, mais je le liais encore à un certain élément délirant. Ensuite, ce qui a commencé à remettre vraiment profondément en cause toute la construction de mon univers de délire, c'est que j'ai été amenée à voir le juge des libertés. Donc quand on est hospitalisé sous contrainte, sous 12 jours, on a l'obligation légale de passer devant un juge qui vérifie que l'hospitalisation n'est pas abusive, en gros. Et en fait, dans mon cas, j'étais dans un petit hôpital qui était en fait une annexe de l'hôpital principal. Donc les infirmiers m'ont amené en voiture à l'hôpital principal où il y avait la salle avec le juge. Et en fait, le trajet de voiture, le fait de sortir des murs de l'hôpital, de prendre la voiture, de prendre des routes que je connaissais parce que c'était pas loin de chez mes parents, j'ai vu en fait vraiment de mes yeux que, entre guillemets, tout allait bien, qu'il n'y avait pas l'alerte attentat, vigilance terroriste au plus haut niveau, qu'il n'y avait pas de danger, que rien n'avait brûlé, qu'il n'y avait pas de policiers qui nous suivaient. Et en fait, j'ai regardé autour de moi dans la voiture pendant tout le trajet en me disant mais en fait tout va bien. Et ce qui m'a fait arriver devant le juge avec beaucoup de calme et qui a dû faire un peu halluciner mes infirmiers qui me voyaient très délirante avant le trajet et en fait calmée après. Et voilà, donc le simple fait de sortir de chambre d'isolement m'a permis de remettre en cause beaucoup de délires. Mais ils n'étaient pas tous réglés. Je suis sortie de l'hôpital cette année-là en début septembre, il me semble. Et je me rappelle très bien qu'encore fin octobre, donc presque 2 mois après, j'étais encore persuadée d'être sur écoute. Et j'avais encore parfois de la paranoïa ou des pensées intrusives ou des interprétations de ce que je voyais ou de ce que j'entendais qui étaient délirantes. C'était plus tout un monde, j'étais plus entièrement dedans, mais j'avais encore des éléments qu'il m'a fallu plusieurs mois à déconstruire avant de me dire mais non en fait, je suis pas fichée S, je suis pas sur écoute, tout va bien. Et voilà, ça a pris du temps en tout cas.